m'appelle Alain Trouvé, je suis très content d'être avec vous. J'ai commencé au parc en février 88 jusqu'en novembre 2007, presque 20 ans. Ensuite, je suis allé au siège de la Compagnie des Alpes pour m'occuper de développement. Et j'ai travaillé sur des projets divers et variés, à l'international, en Russie, en Chine, au Maroc. Et puis en 2013, j'ai pris ma retraite, j'ai monté ma société de conseil où j'ai retravaillé sur des sujets d'organisation de parcs et de création de parcs. Et puis depuis 6 mois, eh ben, je ne travaille plus. Je m'occupe de ma petite famille, de mon jardin, enfin c'est mon épouse. Je voyage un peu et j'essaie de tenir un peu un contact avec ce métier qui m'a passionné pendant plus de 20 ans, évidemment, 20 ans sur le parc et puis une dizaine d'années après. Donc, première question qui nous a été posée, quel a été votre parcours avant et après le parc? Avant, j'ai bossé aussi un peu. Ouais. Hein. J'ai fait une école hôtelière, l'école hôtelière de Paris. J'en suis sorti en 1971. J'imaginais même pas quand c'était 1971. T'étais pas né. Ensuite, j'ai fait de la restauration pendant 5 ans. J'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé en Angleterre, en Allemagne, en Égypte, en Tunisie. Enfin bon, j'ai pas mal bourlingué. Aux Pays-Bas. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon épouse. Je suis rentré en France. J'ai travaillé pour la société qui devenait la société Accor, donc Jacques Borel et Novotel qui ont fusionné, où j'étais directeur régional pour les restaurants d'autoroute l'Arche, du nord de la France jusqu'en Belgique, enfin une espèce de grand nord de la France, de Rouen à Verdun. Et donc voilà, ça m'a amené jusqu'à l'ouverture du parc, jusqu'à rentrer avec l'équipe du parc, Olivier de Borodon qui m'a recruté comme directeur de la restauration. Donc j'ai repris ensuite les opérations, la maintenance et puis la direction générale en 99. Et puis donc ensuite, après le parc Astérix, j'ai fait du développement de parc. C'est tout ce que je sais faire. J'ai travaillé pour la Chine, des projets en Chine qui ne se sont pas faits, projets en Russie, projet au Maroc qui s'est réalisé, puis beaucoup de conseils et de fonctionnement sur les parcs, et puis donc après en conseil pour mon propre compte jusqu'à cette année. Comment avez-vous découvert Astérix et ensuite le parc Astérix? Astérix, alors, quand j'avais, je n'ai pas la date évidemment dans ma tête, mais je devais avoir 8, 9 ans, mes parents m'ont abonné à Pilote, qui était, lui, sorti en 59. Je suis né en 52, donc j'avais 9, 10 ans plutôt. 9, 10 ans. Mes parents m'ont abonné à Pilote et donc tous les jeudis, je recevais le Pilote dans ma boîte aux lettres dans laquelle il y avait Astérix. Mais c'est à travers Pilote que je me suis fait une petite culture de bande dessinée et dans lequel j'ai découvert Astérix. Et donc, on recevait le Pilote et dans lequel il y avait toutes les semaines une planche de l'album qui sortait. Et donc, on suivait l'album au fur et à mesure. Et ensuite, il était publié. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Expression chère à Obélix. Voilà, donc maintenant on va se reconcentrer un petit peu plus sur le parc. Du coup, Ouais. on nous a demandé comment est né le projet de Tonnerre de Zeus, Ah ouais. qui devait être un très gros projet à cette époque, Très puisque gros Tonnerre projet, battait très gros tout un projet record. pour un très gros budget. On sort d'abord, il faut le remettre dans son contexte, on sort d'années très difficiles, 92, 93, 94, dans lequel on a réussi, grâce à nos actionnaires, à passer l'hiver 92, où Disney est arrivé, plus la grève des routiers, vous en souvenez plus évidemment, mais il y a eu des blocages complets de l'autoroute du Nord, pas beaucoup d'argent. Et puis, à partir de 93, les gens s'aperçoivent que Disney et Astérix, c'est pas la même chose. On comprend, on fait pas, on est bien dans le même métier pour une clientèle familiale, mais Disney est beaucoup plus sur le merveilleux et Disney et Astérix, et c'est nous qui découvrons ça aussi parce qu'on s'est fait avoir au départ à vouloir faire du sous-Disney. Et on n'avait ni les moyens, ni l'expérience, ni la compétence pour le faire. Donc, il a fallu qu'on admette un moment qu'on arrête de faire du Disney ou qu'on essaie de faire du Disney. Et on s'est dit, il faut qu'on se positionne sur les valeurs d'Astérix, qui étaient la débrouillardise, la résistance, la bagarre, la restauration, le sanglier, toutes ces choses qui nourrissaient le personnage et sa réussite, parce que le personnage avait une vraie réussite dans les BD et dans ce qui se vendait à l'extérieur et dans l'image qu'elle avait. Mais coaster en bois, extérieur, sur une zone très thématisée, Astérix, raccrochée à l'histoire d'Astérix, pour marquer notre différence. Et pour pouvoir dire, Disney c'est quelque chose, c'est très bien, c'est très respectable, et Astérix c'est assez différent, et on n'est pas du tout dans le même registre. On est plus dans l'émotion, dans la sensation, dans le vécu.
On a fait un tour de nouveau des grands parcs américains où on a fait, je ne sais pas combien j'ai fait de coasters bois de toutes sortes. Et on s'est dit, c'est ce genre d'attraction qu'il va falloir absolument mettre au parc. Donc on a fait travailler les ingénieurs, on a trouvé aux États-Unis un dessinateur, quelqu'un qui dessinait les tracés de parcs, et puis ensuite la construction de tout ça. Et moi, je n'ai amené, ça c'est pas dans la question, je n'ai amené qu'une seule chose sur le parc, en dehors de l'organisation générale, j'ai amené le fait de passer dans le tunnel en bas de la première descente. Dans un des parcs qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Baseball and Boardwalk and Baseball, qui était en Floride, qui a fait faillite depuis, il y avait un coaster bois qui passait sous une route, donc ça faisait un tunnel. Et moi qui suis grand et qui fais le malin, on lève les bras dans les coasters, et au moment de passer ça, je me suis ratatiné tout petit en me disant que ça ne passerait jamais. Évidemment, on passait, il n'y avait aucune possibilité de toucher quoi que ce soit, et je me suis dit, ça c'est un très bel effet, on aura quelque chose comme ça sur Astérix. Quelle a été votre plus grosse réussite sur le parc Astérix? Ça, c'était une question toujours. Je vais vous dire, ma plus grosse réussite, c'est le fonctionnement avec le personnel quand ça se passe bien. C'est-à-dire voir des gens qui arrivent sans bien connaître le monde du travail, sans avoir une formation extraordinaire, ils ne sont pas énarques. Et heureusement, ça c'est très bien. Et qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'en sortir, des femmes qui viennent de milieux pas forcément simples et pas forcément faciles, et qui réussissent, et il y en a plein comme ça au parc Astérix, qui réussissent à faire une saison, puis une deuxième saison, qui passent permanent, qui deviennent responsables des services, qui progressent dans cette entreprise. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, d'avoir réussi pour certains, et pas tout le temps, parce que si vous cherchez, vous allez trouver des gens qui m'ont trouvé con, mal aimable, ou qui n'ont pas marché, qui n'ont pas intégrer le parc et qui vont trouver que c'était pas bien, ok. Mais en tous les cas, moi, ma fierté, c'est d'avoir été capable d'identifier avec les équipes d'encadrement des gens à potentiel, de les faire progresser et de les amener à prendre une véritable place dans le parc et pas uniquement saisonnière, mais permanente, et qu'ils amènent aussi à leur tour cette envie de faire les choses et cette envie de bien faire les choses. Et l'échec, il est sur le produit de pas avoir su intégrer plus, et encore plus maintenant, intégrer la rue de Paris. C'est bien dommage, parce que l'idée était généreuse. C'est Pierre Tchernia qui a amené la rue de Paris, qui était le scénariste du parc, donc il travaillait avec Ulerzo en direct, qui a travaillé dans le cinéma avec eux, avec Goscinny aussi, mais qui avait une grande culture, qui était vraiment un type formidable. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en réunion avec lui, toujours des idées, toujours des trucs drôles, enfin. Et il a amené la décision à être prise que l'univers d'Astérix était trop petit pour monter un parc, et uniquement sur l'univers d'Astérix, et qu'il fallait emmener les visiteurs de la Gaule jusqu'au 19e siècle, ou au 23e siècle, si on avait une place, même, il y avait même une zone future à un moment. Donc, toute cette zone de la rue de Paris et de ce qui est devenu le relais gaulois, là, c'était une zone d'histoire. Et sur le papier, ça fonctionnait, encore une fois. Et dans les faits, quand ça a été construit, c'était très sympa. Il y avait beaucoup d'anecdotes, il y avait beaucoup de spectacles. On en reparlera sûrement des spectacles, mais il y avait plein de choses qui se passaient dans la rue de Paris. Et petit à petit, en interne, on a eu des longs débats sur qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, les budgets qu'on met là-dedans, quand même, c'est beaucoup d'argent. Et puis. Et petit à petit, ça s'est réduit un peu, même pas mal. Si la rue de Paris, dans son esprit, avait été développée, si on avait continué à la faire vivre, c'était difficile de passer des Vikings au Moyen-Âge. Il y avait quand même quelques passages un peu difficiles, après de passer aux Mousquetaires, puis de passer au 19e. Mais bon, quand la Joconde fonctionnait, quand il y avait des artisans, on avait une autre vie là-dedans. Et encore une fois, je crache pas dans la soupe, et je prends ma part là-dessus, et je prends ma part, clairement. Donc, pour faire court, c'est plutôt ça mon échec. Voilà. Comment voyez-vous le parc dans le futur? Ce qui a fait les grands parcs européens, je ne parle pas des parcs américains, on est sur un marché différent, c'est différent. Mais les grands parcs européens, que ce soit Efteling, que ce soit Alton Towers, que ce soit Europa Park, évidemment, c'est l'hébergement qui a fait le changement de dimension. Et donc, c'est pour ça que dans le plan du grand Astérix, que j'avais lancé avant de quitter Astérix, il y avait ce développement des 3 hôtels ou 4 hôtels sur cette partie de parc, enfin,
ce qui a été réalisé, ce qui est très bien, hein, encore une fois, et je ne tire pas la couverture à moi. Hein. Et puis ensuite, la deuxième chose, et particulièrement pour Astérix, c'est de garder son caractère le plus possible. J'avais une expression qui était retour à la case 7. La case 7, c'est la première case du premier album dans lequel on voit apparaître le personnage. Et à la case 7, il y a Obélix, il y a Astérix, et il y a les racines de cette histoire qui a fait un vrai succès de librairie et de presse. Donc, il faut ne pas s'en éloigner, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui. Hein, Osiris, on est dans l'histoire. Et c'est ça qui est essentiel. C'est pas partir... et il n'y a pas de crainte, parce que l'histoire, elle est tellement large. Quand vous reprenez les 33, 34 albums maintenant, il y a de quoi reconstruire encore un parc Astérix. Hein, sur une petite idée, on arrive à faire des grandes choses. L'Égypte, c'est sans fin pour arriver à faire des trucs. Forêt, enfin, le village, enfin, on a tellement de choses. Et c'est ça qui fera vraiment l'avenir du parc, c'est un développement hôtelier et une accroche très forte sur les racines et sur la cassette. Comment se passe la maintenance des attractions? Ouais. C'est à la fois simple et très compliqué. Il y a un manuel d'entretien qui est fourni par le fournisseur, obligatoirement, mais ce n'est pas des exploitants d'attractions. C'est-à-dire que voir un manège fonctionner mécaniquement d'une façon d'ingénierie, de calcul, tout ça, ils savent très bien faire, mais ils mettent des gens dedans qui se lèvent alors qu'on n'avait pas pensé qu'ils puissent se lever, ben, ils arrivent à se lever. J'ai vu un type à Goudurix, mince, passer entre le harnais comme ça et faire un tour à l'extérieur. Donc il était tenu en bas sur les hanches, mais il a fait un tour comme ça. Donc ça, le fournisseur, il m'a jamais cru. Mais moi, je l'ai vu physiquement. Et je peux vous dire, tiens, j'ai encore les poils du bras qui se dressent. Je me suis dit, il va jamais arriver dans la gare. Il s'est retrouvé sur le parking, il n'a pas compris pourquoi. Maintenance des attractions, donc, un cahier des charges qu'il faut suivre et respecter, sans discuter. Et surtout, et j'en étais là, l'expérience des équipes qui savent faire, qui peuvent faire des choses. C'est un travail de tous les jours qui se planifie à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année. Il y a des choses qu'on fait tous les ans, toutes les semaines, ce que je viens de vous dire là. Et ça, il faut que ce soit suivi, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit signé, il faut que ce soit... C'est fait d'une façon très sérieuse. Ça n'empêche pas la mécanique de lâcher, ça n'empêche pas la panne, ça n'empêche pas éventuellement même l'incident ou l'accident. Au moins, en étant hyper rigoureux sur cette histoire de maintenance, on ne sait pas combien on a évité d'accidents. La maintenance du fournisseur, l'expérience des techniciens et une rigueur sans discussion. C'est-à-dire que quand le technicien me disait, le directeur technique me disait, on n'ouvrira pas le splatch aujourd'hui, je ne lui disais pas, tu vas ouvrir le splatch. Je lui disais, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ouvre? Dans combien de temps on peut le réouvrir? Qu'est-ce qu'il faut comme pièce? Est-ce qu'il faut faire venir une grue? Qu'est-ce que je vais? Je me suis retrouvé avec le directeur technique les premières années à aller à Zurich, prendre le dernier avion, chercher une pièce chez Intamin, qui était une carte électronique qui était grillée et qu'on n'avait pas. Hein, on n'a pas en stock le double de l'attraction. Louer une voiture et rentrer comme des dingues avec le... À l'époque, on ne vérifiait pas les vitesses, heureusement, parce que sans ça, je serais encore en prison. Et ramener la pièce à 6 h du matin au parc pour que l'ouverture de 10 h, l'attraction fonctionne. Mais on ne joue pas avec ça. C'est en panne, on va se faire engueuler, on va rembourser les billets, on va se faire traiter de tout ce qu'on veut, oui. On ne touche pas à la sécurité. À ne plus voir, alors on pourrait parler du défi de César, qui a un peu mal vieilli, apparemment. En parlant du défi de César, vous nous disiez que c'était quelque chose qui était un petit peu, enfin, vous saurez mieux le dire que moi, c'est par rapport au problème qu'il y a actuellement, Ouais. c'était quelque chose de très compliqué à gérer. C'est un truc compliqué parce qu'on est parti d'une attraction classique que tous les fans connaissent, un Rotating House, bon, qui est une balançoire, avec le truc qui tourne à l'intérieur. Ça fonctionne. Et on a voulu en faire plus, hein, j'étais dedans, en rajoutant le pré-show, les 3 salles, la mécanique, le spectacle qui est un peu... Les images qui ont pris un coup de vieux assez rapidement en 3D. Enfin, tout ça pris séparément parce qu'on avait fait des modules en étude, des modules de chacun des trucs,
de chacune des pièces, pardon, pour être plus précis. On se disait, ça c'est sympa, que les gens se retrouvent leur tête sur la parade qui défile, les jets d'eau à la fin, et puis la machinerie. Tout ça fonctionnait sur le papier et c'était sûrement où on n'a pas mis assez d'argent, où on ne l'a pas bien entretenu, mais même avec un entretien meilleur qu'il aurait pu être, je pense, c'est que c'était trop compliqué. Disney aurait fait ça très bien, mais avec beaucoup plus de budget. On n'avait pas mis assez de budget pour arriver à faire quelque chose d'exceptionnel, où on se dit, waouh, à chaque pièce, on se dit, merde, c'est pas fini. Il aurait fallu en faire beaucoup plus. Il aurait fallu mettre peut-être 2 ou 3 fois le budget. Ouais. Disney aurait fait ça très bien, vraiment. Et ils font ça très bien, hein, Avatar ou d'autres, mais on parle d'un autre monde, hein, c'est une autre planète. Hein. Pouvez-vous nous dire les plus gros bémols dans le parc qui arrivait régulièrement? Les plus difficiles à vivre pour les visiteurs, c'est les pannes d'attraction et les cumuls de pannes. Le jour où Goudurix s'est arrêté, que le Splash s'est arrêté, je reviens sur ma balade, mon aller-retour en Suisse, c'était un jour comme ça, et qu'en arrivant, on me dit, et puis en plus, on a, je ne sais pas quoi, le Styx, il y a une pompe qui vient de lâcher, et on n'aura pas. Et là, on se dit, on va un peu souffrir, les gars, aujourd'hui. Hein. Mettons du renfort à l'accueil visiteur. Et de temps en temps, j'y allais pour me faire engueuler, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui rigolent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, qu'il y a un visiteur mécontent, ou ça en vienne un peu, ou c'était très dur, un petit peu dur, ouais. Oui, c'est arrivé. Alors souvent, en plus, on avait un traitement. Il faut dire que les premières années, on ne savait rien. On savait tout, chacun de notre métier. Globalement, la maintenance, le marketing, la restauration, dont je fais, les opérations un peu moins parce que c'était déjà un métier un peu différent. Faire fonctionner les manèges, c'est pas la même chose. On avait des blocs comme ça qui étaient à peu près maîtrisés, avec des erreurs graves, hein, aussi, des conneries, des trucs qui marchaient pas. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était faire marcher tout en même temps, tous ces métiers-là en même temps. De la costumière au jardinier, en passant par l'opérateur attraction, le comptable, qui aussi vit pas comme un comptable d'une autre entreprise, c'est de faire fonctionner l'ensemble. Et ça, on a mis 2-3 ans à se sortir de ce puzzle dont on n'arrivait pas à mettre les morceaux. Alors tous les morceaux étaient là, ils étaient parfaits. Il fallait juste trouver la bonne forme pour les mettre ensemble pour faire quelque chose. Et pendant cette période-là, pour revenir à la question, on a eu des gens que si on refaisait ça, si le parc devait ouvrir aujourd'hui comme on l'a ouvert en 89, on serait fait agresser beaucoup plus qu'on s'est fait agresser à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de références. Juste pour l'anecdote, j'étais en restauration le jeudi de l'Ascension, qu'on n'a pas vu venir. Enfin, on a vu que c'était un jeudi de l'Ascension, mais on imaginait que ça allait être. À 12h30, le responsable des kiosques me dit « J'ai plus de pain. Comment on fait? On ne peut plus faire de sandwich. » D'accord? Donc j'appelle mon épouse en lui disant, écoute, tu fais tous les boulangers que tu veux entre Pont-Sainte-Maxence, Senlis, machin, et tu me rachètes le pain que tu veux, que les gens veulent te vendre, et tu me ramènes dans la voiture tout le pain que tu veux, des petits, des gros, des boules, des machins, on s'en fout, on va faire des sandwichs. Et donc elle est arrivée avec un coffre plein de baguettes, de pain, de machin, et on a refait quelques centaines ou quelques milliers de sandwichs, je ne sais plus, mais c'était... Ce jour-là, d'ailleurs, on n'a jamais su combien on avait fait de visiteurs. La machine avait explosé à l'entrée et si on retrouvait les fréquentations, je disais les fréquentations jour par jour, ce jour-là, on a marqué 28 000. Mais 28 000, je pense que c'est impossible. Il faut se remettre à 89, où il n'y avait pas... Le parc n'était pas aussi grand encore. Le parc n'était pas là et ça ne fonctionnait pas. Et c'était... Moi, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je suis remonté sur le parc, j'ai retiré mon bac. Parce que j'ai eu peur de me faire taper dessus. Mais bon, les gens m'engueulaient quand même parce que de toute façon j'avais le nœud papillon et je n'avais pas une tête de touriste et donc je me suis insulté et on s'est tous fait insulter ce jour-là. Et on s'est retrouvé l'équipe le soir dans la costumerie à Gare en buvant un café en se disant qu'est-ce qui nous vient d'arriver, c'était dégueulasse, le parc était sale, c'était piétiné de partout. Enfin, c'était l'apocalypse. Et les anciens s'en souviennent encore du jeudi de l'Ascension. Bah justement, j'en profitais que vous parliez d'Apocalypse, puisque ça fait une bonne transition pour une question. On m'a demandé si vous aviez plus de détails par rapport à cette ancienne attraction, justement, qui était l'Apocalypse, avant le Transdevelopment. Le train fantôme, oui. Alors ça aussi, ça a été une aventure. Hein. Je fais un tour, on arrive à faire un tour, à quelques-uns, on arrive à faire un tour de
un train fantôme moyen, quoi. Bon. Mais comme on n'avait pas beaucoup de références, et puis qu'on avait besoin de capacité aussi, hein, parce que pendant ce temps-là, on faisait des bouchons sur l'autoroute et c'était le bordel dans le parc quand même, certains jours, la première année. Et avant l'ouverture, les pompiers viennent faire la réception d'une façon très sérieuse. Le préfet, le sous-préfet, les services de l'État viennent faire ça. Ils le refont tous les ans d'ailleurs, hein, très très sérieusement, où on présente les documents, où on fait voir ce qu'on a fait, où on explique ce qu'on a sous-traité, et et on a du papier. On pisse du papier hein, ce jour-là. On a des on fait voir toutes les feuilles d'ouverture, de fermeture d'attraction. Enfin, voilà. Et le pompier nous dit, mais ça, vous avez un truc d'inifugation là pour vos décors en mousse là. Ignifu quoi il dit quoi le monsieur? Et globalement, on se dit, oh là 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 là. En réalité, on avait fait des décors ignifugés en morceaux qui étaient liés par des cols qui n'étaient pas ignifugés. Si bien que s'il y avait eu un feu, il n'y a pas eu de feu, les joints auraient brûlé, auraient foutu. Et on faisait Un brasier. un brasier avec des gens dedans. Donc, il n'a jamais été ouvert. On a essayé de changer les cols. Ça n'a jamais marché, donc on l'a abandonné. Non, en clair, la question, c'était une attraction très moyenne, sans débit, aucun débit, et qui était surtout une boîte d'allumettes, quoi. Il suffisait de faire toc, et poum, ça brûlait. Puis une autre question, justement, suite à l'apocalypse, il y a aussi eu une autre attraction qui n'est pas ouverte et qui devait s'appeler le Tohu Bohu, dans la zone Grèce, apparemment. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Il y a eu une attraction en cours de saison, donc on ouvre en mai 89. Zone grecque s'arrête derrière le Delphi, tapis volant, pas Icare, et plus rien derrière. À la place de l'Hydre de Lerne. Il y a une galette en béton, là, sur lequel il n'y a rien. Et là-dessus, parce qu'on a des problèmes de capacité, on trouve une attraction foraine qui est une attraction comme l'Hydre de Lerne, mais très forain. Des lumières qui clignotent, des bras et une pieuvre. Oui, oui, bien sûr. Et on la pose là-dessus et on dit, allez, ça nous fera de la capacité, allons-y. Qu'est-ce qui est grec là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas grec? Rien du tout. Tohu Bohu, c'est ça. Et elle ouvre en juillet ou 89 pour refermer en octobre. Quel a été concrètement le rôle d'Albert Uderzo dans la conception du parc et une fois qu'il a ouvert? Et éventuellement Pierre Tchernia, Roger Carrel, Gérard Hernandez, Gottlieb et Fred. Gérard Calvi aussi pour la musique, le père de Yves Calvi de Canal. Oui. Uderzo et toute cette équipe donc, qui sont vraiment les créateurs du parc, Uderzo particulièrement, a toujours été très présent avant l'ouverture du parc sur le dessin. Le dessin du parc, il a été fait par un Américain qui est décédé maintenant, qui s'appelait Ira West. Donc c'est un monsieur qui a fait le positionnement, les grandes masses. Goudurix à son endroit, les restaurants, le cirque, le festin du cirque à l'autre bout parce que c'était un gros porteur, la Via Antica avec, pas la thématisation, mais les masses. Il a posé des blocs comme ça. On tourne autour, on est en forme d'une entrée, un circulaire et au centre le village. On tourne autour, avec des qualités, des défauts, des trucs qui ne marchent pas bien, mais ça a été fait par un Américain. Ensuite, et en même temps, sont arrivés donc Pierre Tchernia essentiellement et Uderzo. Uderzo, le créateur, respect à lui, qui suivait d'une façon très précise tout ce qui touchait à l'univers. Rue de Paris, par exemple, ça n'a pas été son problème. Ouais. Il a été d'accord sur le principe, il n'a pas refusé, mais tout ce qui était le village, moi je l'ai vu dans le village, regardez la couleur sur les pierres, regardez la forme de le chaume. Alors les masques à l'époque, même s'ils n'étaient pas très très sympas, les masques au début, mais il les a validés, ils étaient là. Albert Uderzo était très présent, fille aussi, Anne Goscinny venait régulièrement sur le parc. Avant l'ouverture, ils ont été là très 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 souvent, vu les plans, les dessins, tout ça. Et après, on leur présentait, ce que je disais au début de notre entretien, tout ce qui touchait aux personnages, y compris l'hôtel des Trois Hiboux qui n'a rien à voir, y compris ce qu'on pouvait faire dans Paris. Et lui, quand il était là, il n'était pas toujours là, ou bien ses équipes, sa fille en tous les cas, son gendre, donnaient un avis et validaient. C'est-à-dire, ils autorisaient ou pas. Ils nous ont fait refaire des pubs. C'est énervant, tout ça fait un peu... Mais parce que c'était l'esprit du personnage qui devait être respecté. Et donc, je pense que c'est vraiment bien. Et si le personnage a fonctionné, c'est parce qu'il était là avec Goscinny, évidemment. Et c'est parce que l'exigence était là aussi au niveau du parc. Voilà. Et respect à M. Uderzo.